Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, avec Isabelle, nous allons apprendre à accompagner un proche malade. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Paris avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Si vous nous regardez en replay sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour pouvoir participer en direct et ainsi pouvoir, à la fin de la visioconférence, poser vos questions à l'intervenante du jour, qui est Isabelle. Isabelle, je te laisse prendre le contrôle de la présentation et te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Il y en a aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste, thérapeute de couple et thérapeute et auteure. Et donc ce matin, je vais vous parler de la façon dont on peut accompagner un proche malade. Alors on va commencer par voir qu'il n'y a pas seulement une maladie, enfin c'est difficile de parler de la maladie, mais il y a des maladies et il y a surtout aussi des malades. Et toutes les maladies n'ont pas le même impact sur la relation. C'est-à-dire qu'il y a des maladies d'abord qui entraînent un handicap physique et là qui demandent pour une période plus ou moins longue ou définitivement de réadapter le quotidien sans que la capacité de penser des malades, enfin, la capacité de penser ces changements soit détruite pour la personne malade. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a les maladies neurodégénératives. Alors là, ce sont des maladies qui vont toucher les capacités cognitives, c'est-à-dire la pensée, la mémoire, la parole, la communication. Et donc, ce sont des malades qu'il va falloir en quelque sorte aider psychiquement aussi. C'est-à-dire, comme le dit le psychanalyste anglais Bion, on va être obligé de prêter son appareil à penser au malade. C'est-à-dire qu'on va parfois être obligé d'anticiper pour lui, on va devoir parfois être son porte-parole, faire attention pour lui aux dangers qui pourraient survenir, etc., parce qu'il n'en a plus toujours conscience. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon, enfin, un autre type de maladie. Ensuite, il y a des maladies comme le cancer, par exemple, qui font traverser des moments d'angoisse, des moments d'espoir, des moments de déception. Enfin, on passe un peu par des hauts et des bas. Et là, il va falloir, le malade passe par des hauts et des bas. Et nous aussi, en l'accompagnant, on traverse ces mêmes montagnes russes et ça va être un peu difficile, voilà, de faire face. Et puis, toutes ces maladies vont entraîner, suivant le malade et suivant la maladie, des niveaux de dépendance différents. Et ça, on va y revenir, mais c'est vrai qu'un psychanalyste comme José Pollard parle de dépendance absolue ou de dépendance relative. Et c'est une notion qu'on peut avoir en tête parce que, évidemment, que ça ne va pas être la même chose pour nous à côté, accompagnant, lorsque la personne se trouve en état de dépendance totale ou en état de dépendance relative, c'est-à-dire qu'elle a encore des capacités et qu'on peut s'appuyer sur ces capacités et elle-même, en fait, va pouvoir dire ce qu'elle est en capacité de faire. Donc voilà, ça c'est une petite introduction, en fait, pour poser le débat, le problème. On va d'abord voir une première chose, une première notion, c'est la notion de déni et d'acceptation. Qu'est-ce que c'est que le déni ? Eh bien, le déni, c'est un mécanisme de défense face à une réalité qui dépasse nos capacités d'élaboration et qui pourrait nous conduire à un effondrement psychique. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est face à un tsunami et on se dit, il y a une partie de nous qui se dit, ça n'existe pas parce que c'est trop difficile de pouvoir tenir compte de cette réalité. Alors, on n'est pas fou, mais il y a une partie de nous on appelle ça le clivage, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui sait, parce qu'on n'est pas fou, justement, donc voilà, et il y a une partie qui refuse de savoir. Alors, c'est important de connaître ce mécanisme de protection et de le connaître et de le reconnaître, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui va permettre, c'est comme en quelque sorte un matelas d'amortissement, d'amortissage. C'est-à-dire que
ce qui va être difficile à accepter, bah, il faut un moment, en fait, pour que ça rentre, pour qu'on en prenne conscience, pour qu'on prenne compte prennent en compte pardon, toutes les réalités de ce que ça va impliquer pour nous. Et donc, le déni, ça sert à ça, je viens de le dire, mais c'est important donc de pouvoir en tenir compte et ne pas lutter contre au départ. C'est-à-dire que d'une part, ça ne sert pas à grand-chose, et d'autre part, ça va faire en quelque sorte une espèce d'affrontement entre la personne malade et son entourage qui lui dit oh mais non en fait tu es malade, il faut absolument que tu te mettes ça dans le crâne. Et en fait il va y avoir une espèce comme ça de montée qui évidemment va tendre les relations. Alors c'est pas le but d'accompagner une personne malade en ayant des relations tendues avec elle. Et non seulement ça va tendre les relations, mais c'est aussi en quelque sorte un non-respect de son rythme. C'est-à-dire qu'il lui faut le temps d'appréhender tout ça, toutes les composantes psychiques de ce que la maladie va entraîner. Donc il faut du temps pour ça et c'est important de respecter ce temps-là, de respecter donc encore une fois ce mécanisme de protection. Et puis, alors, ça c'est du côté du patient, enfin de la personne malade, donc a besoin d'un temps nécessaire pour accepter sa situation, pouvoir la penser, etc. Et puis, parfois, on voit aussi que la personne, finalement, accepte le diagnostic, mais c'est l'entourage qui est dans le déni. Alors ça, c'est difficile parce que à l'angoisse de la maladie pour la personne malade s'ajoute la solitude face à la maladie et l'impossibilité parfois d'être aidé correctement. C'est-à-dire que c'est par exemple la compagne ou le compagnon qui refuse les aides sous prétexte que non, c'est pas si grave, ou on peut encore, ou on n'est pas si vieux, ou il n'y a pas de raison qu'on ait une infirmière qui passe le matin ou une aide à domicile. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, on voit bien comment ça peut compliquer la prise en charge de la personne. Et un autre mécanisme de défense de la part de l'entourage, cette fois, c'est le fait de dire, par exemple, ne t'inquiète pas, mais c'est pas si grave, sois courageux, etc. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit sois courageux ou ne t'inquiète pas, c'est au fond dénier à l'autre le droit de ressentir ce qu'il ressent, d'une part, et puis d'autre part, c'est en quelque sorte dévaloriser sa façon de faire avec la maladie. C'est-à-dire que quelqu'un qui d'un seul coup se met à avoir peur du soin parce que le soin peut être face à un soin douloureux, par exemple, lui dire non, mais tu sais, c'est pas si grave, allez, ça fait pas mal, allez, sois courageux, c'est au fond lui dire mais ce que tu ressens, ça n'est pas vrai, ou tu n'as pas le droit de le ressentir, il faut faire autrement. Et ça, c'est quand même d'une grande violence parce que personne ne peut savoir à notre place ce qu'on ressent. Et ce qui est important quand on accompagne quelqu'un en souffrance, c'est d'abord de reconnaître sa souffrance et de lui laisser l'espace aussi de l'exprimer. Voilà. Donc, on voit bien comment il est important de respecter le rythme de chacun, de respecter aussi sa temporalité, c'est-à-dire comment il va entrer dans la maladie, comment il va s'approprier sa maladie, etc. Mais ça va être aussi important pour chacun, pour l'aidant et pour la personne malade, de trouver un lieu où exprimer ses angoisses, ses doutes, etc. Parce que c'est pas facile de faire porter à l'autre, par exemple, quand on est aidant, évidemment qu'on traverse nous aussi des moments d'angoisse, de doute, de peur, etc. Et faire porter à l'autre malade ce que nous on traverse, c'est pas forcément évident. Même si c'est important, on en reparlera, de ne pas cacher ses émotions, eh bien, en même temps, dire à la personne qu'on accompagne, oh là là, j'en peux plus, je suis fatiguée, c'est horrible, je supporte plus de te voir comme ça, ce qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire on a le droit de ressentir ça, on a le droit de le penser, etc. Mais c'est vrai que
c'est difficile de le dire à celui qui déjà est en train de traverser quelque chose de souffrant. Eh bien, c'est important de pouvoir le dire à quelqu'un. Alors, à qui on va pouvoir le dire? Soit on peut le dire à un psy, on est un peu là pour ça aussi, pour entendre la souffrance. Et puis, on peut aussi se faire aider par... alors, quand je dis un psy, ça peut être un psy en libéral, voilà, en ville, mais ça peut être également le, pardon, le ou la psychologue du service où est hospitalisé votre proche, hein, votre compagnon, votre compagne, etc. Donc ça peut être cette personne-là. Et puis, ça peut être aussi un groupe de parole qui sont organisés soit dans les hôpitaux, ça peut exister, hein, des groupes de parole pour les aidants, où chacun va venir dire ce qu'il traverse, etc. Et puis, entendre aussi que l'autre va traverser la même chose et pouvoir, on va se soutenir un peu mutuellement. Bon, déjà, c'est voir que d'autres traversent ce qu'on est en train de traverser, ça peut être soulageant, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'est pas seul, que c'est normal et légitime de ressentir toutes les émotions qui arrivent. Et puis, on peut trouver effectivement des solutions en commun. On peut dire, ah bah oui, bah moi, face à ce problème, j'ai adopté telle solution, ça n'a pas trop mal marché, qu'est-ce que tu en penses, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, ces groupes de parole, donc, ils peuvent être organisés soit dans le cadre de l'hôpital, où est suivi, ou de l'EHPAD, hein, où est suivi votre proche, soit dans les associations de malades. Par exemple, c'est l'association France Alzheimer, l'association France Parkinson, etc. Ce sont des associations en fait qui proposent justement des groupes de parole à des accompagnants de malades de la maladie. Donc, c'est précieux parce que face à une maladie, par exemple comme la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas toujours comment réagir. On a du mal, par exemple, à savoir comment parler à l'autre. Parce qu'on a l'impression qu'il ne nous comprend pas. Alors on se dit, comment je peux faire pour qu'il arrête, par exemple, de me poser tout le temps la même question? Est-ce que je lui réponds tout le temps de la même façon ou qu'est-ce que je peux faire face à ça? Eh bien, en fait, dans ce type de groupe de parole, vous allez pouvoir être aidé, puisque ce sont des groupes en plus qui sont souvent animés par un psychologue spécialisé dans la maladie. Donc, on peut avoir des réponses aussi aux questions qu'on se pose. En l'occurrence, c'est vrai que face à quelqu'un qui vous pose sans arrêt la même question et qui ne se rend pas compte, bien sûr, ça ne sert à rien de dire, par exemple, ah, mais je t'ai déjà répondu, arrête de me poser la question, parce que si la personne vous pose la question, c'est qu'elle n'a pas conscience de l'avoir posée déjà, et que c'est quelque chose qui va l'angoisser. C'est une question qui peut l'angoisser. Moi, j'avais en tête une personne qui régulièrement disait, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et plutôt que d'essayer de trouver une réponse, c'est peut-être de lui dire, ah mais comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas trop chaud? Est-ce que tu n'as pas trop froid? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif, etc. Parce que souvent, ce sont si vous voulez, un sentiment de mal-être, de malaise, va amener à poser une question récurrente. Et puis, ce qui va être aussi important, c'est de dire, par exemple, quand on dit, mais j'ai l'impression que tu ne te sens pas bien, est-ce que tu as faim et soif? C'est-à-dire, d'une part, on reconnaît ce que l'autre est en train de traverser, c'est-à-dire on prête son appareil à penser, hein, comme dit Bion, c'est-à-dire qu'on reconnaît sa souffrance et on lui fait part de cette reconnaissance. Et en plus, on essaye de lui poser la question, alors toujours une question fermée, parce que c'est bien plus facile pour quelqu'un qui a des difficultés avec l'usage de la parole, c'est plus facile de répondre par oui ou par non que d'élaborer une phrase complète. Et donc, poser ces questions, c'est dire que on essaye de se mettre à sa place et qu'on va essayer de l'aider, en fait, à passer outre le problème qu'elle est en train de traverser. Donc voilà, c'est un petit exemple, c'était un peu long, mais voilà, c'est un exemple possible. Alors, la question aussi, c'est quand on dit accepter, c'est accepter ses émotions.
Alors, on va y revenir, mais la question, par exemple, par rapport à la mort, enfin, on va y revenir tout à l'heure, donc je vais pas y venir maintenant. Mais ce qui est important aussi, c'est accepter ces émotions qui nous traversent et qui traversent l'autre. Donc, c'est ne pas les dénier, ne pas dire oh ben non, ça va aller. Si ça ne va pas, ça sert à rien. Euh, Ça sert à rien parce que finalement c'est mentir. Et dans ces moments en fait douloureux de traversée de maladie, il y a vraiment, c'est très important de pouvoir garder la confiance. Et la confiance, évidemment, c'est ne pas se mentir l'un à l'autre. Alors c'est important de dire ses émotions, c'est important d'exprimer de la tristesse, par exemple, quand on se sent triste parce qu'on a peur que l'autre meure, par exemple, c'est important de pouvoir l'exprimer. C'est important aussi de savoir se taire, c'est-à-dire que de savoir laisser à l'autre l'espace d'exprimer, au fond, ce qu'il a besoin d'exprimer, ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il a envie de dire de son expérience. Donc ça va être important de laisser cet espace-là. Et puis, c'est important aussi d'accepter son impuissance, parce que c'est évidemment que c'est humain. Face à la maladie, face à une épreuve, on a envie de faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir sortir de la situation. Sauf que face à la maladie, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière, etc. Et accepter cette impuissance, c'est faire baisser la tension aussi. C'est-à-dire prendre acte du fait qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire. C'est aussi, d'une certaine façon, revenir à quelque chose d'apaisé, parce qu'on ne sera plus dans le forçage, et dans cette question de faire à tout prix, de trouver des solutions qui n'existent pas, etc. Donc, au fond, ça va apaiser et faire baisser les tensions, et pour nous, et pour la personne aidée. Donc maintenant, on va voir voilà, que parfois la maladie change le quotidien. C'est-à-dire qu'accompagner une personne malade, c'est aussi accepter la perte ou la limitation d'autonomie pour lui ou elle, mais aussi pour soi. C'est-à-dire que c'est vrai que si, par exemple, dans un couple où monsieur conduisait pas madame, si monsieur est malade et ne peut plus conduire, finalement, la limitation, elle est aussi pour madame, la limitation de l'autonomie. C'est accepter qu'on va un petit peu moins sortir, c'est accepter des bouleversements dans la maison aussi. C'est-à-dire que la maladie, parfois, implique des modifications dans l'organisation. Exemple, on est dans une maison où il y a des escaliers. Alors, soit parce que, je ne sais pas, la personne a été obligée de se faire amputer à la suite d'un diabète qui n'est pas équilibré, donc il perd l'usage de ses jambes. Donc c'est vrai que monter l'escalier pour aller se coucher, c'est plus possible, par exemple. Eh bien, il va falloir changer l'organisation de la maison, soit mettre un monte-escalier mécanique, soit installer un lit au rez-de-chaussée, etc. Ça veut dire que, en fait, il faut que l'aidant, celui qui est à côté, accepte ces changements sans faire peser le poids de ce que ces changements lui font sur la personne malade. Parce que ça peut exister aussi. C'est vrai que face à ces bouleversements, on dit, on dit ou on pense ou on ressent, sans vouloir parfois se l'avouer. Oh là là, mais maintenant qu'il est malade, c'est plus possible. C'est à cause de lui que. C'est à cause de lui que les choses changent, c'est à cause de lui qu'on ne peut plus faire ceci, cela, c'est à cause de lui qu'il y a des infirmières tous les matins, etc. Et ça va être important de pouvoir, encore une fois, de reconnaître ça, si ça vient, parce que ça peut venir, et de pouvoir en parler à quelqu'un. Alors, parce que si on garde ça pour soi, si on est envahi par ces émotions-là, cette agressivité, cette colère, etc., qu'on a le droit d'éprouver. La question n'est pas là. C'est pas que c'est bien, c'est mal, puisque ça arrive. Mais sauf que ce qui serait pas bien, en revanche, ça serait de le faire porter à l'autre et de lui dire
c'est ta faute, tu es malade, etc. C'est-à-dire celui qui est déjà malade, il ne va pas en plus prendre la culpabilité d'être souffrant et d'être celui par qui les changements arrivent. Donc, ça va être important de reconnaître ça et de pouvoir, encore une fois, aller parler à quelqu'un de ça. Parce que sinon, le risque, au fond, c'est le risque de la maltraitance. C'est-à-dire la maltraitance verbale, hein, c'est ta faute, tu n'es plus bon à, ou tu n'es plus bonne à, tu n'as... Bon, ce qui est une première maltraitance, mais ça peut aller jusqu'à une maltraitance physique aussi, hein. C'est des choses qu'on peut voir dans les familles. Pour rappel, les premiers lieux de maltraitance, ce n'est pas l'institution, c'est à l'intérieur des familles. Donc, et encore une fois, enfin, on a déjà fait une visio là-dessus, la maltraitance, les gens ne sont pas pervers par nature, mais c'est vrai qu'à force d'aider, à force d'être face à ces angoisses et de ne pas pouvoir les exprimer ou de les garder pour soi ou de les refouler, etc., il y a un moment où ça explose. Et puis, il y a un moment aussi où on est tellement épuisé que les freins qui nous empêchaient jusque-là d'exprimer notre agressivité, ces freins lâchent et puis c'est la porte ouverte à la violence. Donc c'est évidemment important d'en parler en amont et d'en parler aux médecins traitants, enfin encore une fois, un médecin traitant, infirmière, etc. Et puis le psy s'il faut. Voilà. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, on va voir maintenant que parfois la maladie bouleverse la relation. Alors, finalement, je viens d'en parler, il y a cette question de l'agressivité qui peut arriver, mais il y a d'autres émotions qui peuvent nous traverser et qui vont changer un peu la façon dont on est avec l'autre. Par exemple, c'est vrai que la maladie, le handicap, etc., entraîne en fait chez l'autre des changements qui nous renvoient, nous, à notre propre finitude. C'est-à-dire que quand on voit la personne avec qui on a partagé toute sa vie devenir incontinent ou ne plus pouvoir marcher ou ne plus pouvoir faire un certain nombre de choses, eh bien, cela nous renvoie en fait en miroir la question de la finitude, de la fin de vie, du handicap, etc. Autant de choses qu'on n'a pas envie de regarder, c'est-à-dire des choses dont on sait bien qu'elles pourraient nous concerner aussi, puisque ça concerne l'autre avec qui on a passé toute sa vie. Donc finalement, il y a un risque aussi pour que ça nous concerne nous. Et ce miroir tendu par le conjoint ou la conjointe ou celui qu'on accompagne, c'est quelque chose qui peut être angoissant. Et on peut du coup en vouloir à l'autre de nous tendre ce miroir et de ne plus avoir envie de le voir. Donc finalement, être dans l'évitement de la relation pour justement ne pas être confronté à ces angoisses et ces inquiétudes. Vous me dites, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à lever la main et à me dire, hop, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, ça, c'est une partie des problématiques relationnelles au moment de la maladie, quand on accompagne un proche malade. Mais il y a aussi l'obligation de s'ajuster aux nouvelles capacités, c'est-à-dire s'ajuster à ce qui est possible, à ce qui n'est pas possible, à sa demande, etc. Et ça demande beaucoup de dévouement et c'est très épuisant. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être au clair avec ses propres capacités d'accompagnement. C'est-à-dire que si à un moment on se sent débordé, encore une fois, parce que effectivement, s'ajuster en permanence à l'autre, à ses besoins, etc., eh bien, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, c'est pas que c'est pas forcément facile, c'est de toute façon pas facile. Et puis, c'est épuisant physiquement et c'est épuisant psychiquement. Donc, c'est important de reconnaître ses propres limites et encore une fois, de pouvoir passer la main, par exemple, à des professionnels, à des aides à domicile, etc., sans culpabiliser. Parce que c'est passer la main dans ces moments-là, encore une fois, c'est préserver la relation.
C'est-à-dire que c'est conserver quelque chose de bon dans la relation et pas seulement être dans la question de l'obligation, du devoir, etc., qui au fond finit par miner quelque chose dans le lien. Donc il faut aussi faire face à la vulnérabilité de l'autre, parce que, encore une fois, bon, dans un couple, par exemple, ou dans des relations parents-enfants, c'est vrai que c'est pas forcément facile de voir celui ou celle qui était un peu le pilier de la famille, par exemple, ou qui était celui sur lequel on se reposait, etc., eh bien, ne plus pouvoir tenir ce rôle-là. Avoir quelque chose qui se défait, en fait, dans cette position. C'est pas facile, en fait, de faire face à ça. Et il faut, encore une fois, c'est important de pouvoir le reconnaître, de voir ce qui nous agite en fait à l'intérieur de nous. Alors, il y a une autre difficulté, c'est quand l'autre ne nous reconnaît pas ou plus. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que dans une relation, ce qui est important, c'est quand l'autre nous reconnaît dans notre identité, évidemment. Alors, comme par exemple, ça peut arriver dans la maladie d'Alzheimer, votre mère vous dit bonjour madame, ou votre conjoint vous appelle maman parce qu'il a l'impression à ce moment-là d'être en lien avec sa mère, c'est évidemment c'est douloureux parce que là il y a quelque chose que vous avez l'impression vous avez l'impression que quelque chose est en train de se perdre dans la relation. Alors c'est vrai et peut-être c'est pas vrai. Bon, on n'est pas dans la tête des personnes, hein, mais en tout cas, ce qui est intéressant, par exemple, c'est quand une dame, mettons, atteinte de maladie Alzheimer, dit maman à sa fille. Eh bien, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'en même temps, et bien sûr qu'elle est dans une autre réalité et que sa fille ne se sent plus reconnue en tant que la fille de sa mère. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle l'appelle pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle l'appelle comme une figure d'attachement importante pour elle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose du lien qui est quand même maintenu. C'est-à-dire il y a un lien de confiance, il y a un lien de tendresse, il y a quelque chose, on sait bien hein, dans la maladie de type Alzheimer, même si les capacités de penser sont atteintes, les capacités de sentir ne le sont pas, ou pas toujours, ou pas de la même façon. Donc, en fait, il y a quelque chose, quand la personne ne vous reconnaît plus, mais qu'en revanche, elle reste dans le lien, même si elle vous appelle bonjour madame, mais qu'elle vous tient la main, qu'elle vous dit par exemple ah mais vous avez de jolis collants ou de jolies chaussures aujourd'hui, eh bien c'est important de prendre ce moment-là comme quelque chose qui perdure de l'attachement, encore une fois, de la tendresse, de l'affection en fait qui existe entre vous. Donc c'est important de se dire ça parce que sinon, effectivement, c'est trop douloureux de se dire qu'on n'est plus reconnu par l'autre. Voilà. Il y a une petite question aussi que je souhaitais aborder, c'était la question des soins corporels. C'est-à-dire que dans un couple ou même dans une relation parent-enfant, se dire qu'on est dans l'obligation par devoir ou parce que voilà, peut-être ou parfois aussi parce que l'autre le demande, hein, de faire la toilette, de faire l'échange, etc. Eh bien, c'est important de se dire que c'est normal qu'on n'ait pas envie de le faire. C'est normal de ne pas avoir envie de le faire, c'est normal d'être gêné, c'est normal de devoir prendre sur soi pour faire ces gestes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un réel effractant hein, du corps de l'autre, d'un corps qui ne se contrôle plus. Et par exemple, dans la relation de couple, c'est vrai que ce corps avec lequel on était dans un lien érotique, hein, dans le lien du désir, du fantasme, etc., là, si on se met à faire les toilettes et l'échange, ça va complètement changer ce regard-là sur l'autre. Et du coup, ça détruit ce lien, en fait.
ce lien de mari-femme qui existait. C'est-à-dire que là, on va vraiment ne plus avoir que le lien aidant-aidé, avec toutes les difficultés en fait que sous-tend ce lien. C'est les difficultés de se dire qu'on est dans l'obligation d'eux et plus dans le désir d'eux, le désir pour l'autre, le désir d'être là pour l'autre. Donc on change un petit peu entre le devoir et le désir. Il y a quand même une nuance qui est importante. On entend bien, on le sait bien. Et donc, c'est quand même plus parfois, et le plus souvent, c'est quand même mieux de pouvoir passer la main à ce moment-là à des professionnels qui sont formés pour ces gestes-là, qui sont des gestes techniques aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir manipuler un corps sans lui faire mal et sans se faire mal, par exemple au dos, etc. Donc, passer la main des professionnels, mais aussi pour se dire que c'est pas pour se dédouaner, c'est pas pour fuir des devoirs, c'est pour maintenir en fait un lien. C'est pour maintenir le lien tel qu'il est et l'abîmer le moins possible. Voilà. Et puis, autre chose aussi, c'est que la maladie peut bouleverser aussi la relation, on l'a vu, mais elle peut bouleverser aussi les relations, c'est-à-dire avec la famille ou les amis qui sont parfois mal à l'aise et qui prennent la fuite. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui prennent la fuite parce qu'ils n'ont pas envie d'aider, ça peut exister, mais la plupart, on va être quand même optimiste, on va se dire que c'est la plupart, eh bien, finalement, n'osent pas, ne savent pas comment aborder, comment vous aborder, comment la maladie peut être quelque chose qui va être gênant, qui ne savent pas comment se positionner par rapport à la personne malade, par rapport à vous, la personne qui accompagne, etc. Donc là, si vous avez suffisamment confiance dans cette relation, avec l'ami, avec la famille, le frère, la sœur ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est important de pouvoir dire ce dont vous avez besoin le plus clairement possible. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un qui est mal à l'aise, qui ne sait pas tellement comment se positionner, comment vous aider, mais qui aimerait bien peut-être le faire, eh bien, ça ne coûte rien d'envoyer un texto en disant bon, là, je suis trop fatiguée, j'en peux plus, j'aurais besoin de te téléphoner, est-ce que je peux t'appeler pour te parler? Et voilà. Parce que c'est pas. Alors évidemment que c'est difficile parfois de faire ce premier pas, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se dire que pour l'autre, c'est pas facile non plus. Et que c'est pas une honte de demander de l'aide. C'est au contraire, ça va vous aider à mieux accompagner. Alors, ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de trouver sa place. C'est-à-dire que c'est toujours trouver sa place, ça veut dire que c'est aider, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est savoir passer la main, parce que pour se protéger soi, et on l'a vu, protéger la relation, mais c'est pas la seule, parce que c'est aussi passer la main pour éviter l'épuisement, et c'est aussi, à certains moments, savoir laisser l'autre faire. C'est-à-dire que c'est important de s'appuyer sur ce que l'autre est encore en capacité de faire. Il y a toujours des moments où il y a toujours des choses du quotidien, etc., que la personne malade, quel que soit son état, est encore en capacité de faire. Petit exemple, une dame, là encore, malade de la maladie d'Alzheimer, bien sûr ça va être compliqué pour elle de faire une liste de courses, ça va être compliqué pour elle de faire à manger, de se souvenir d'une recette de cuisine, par exemple, ou de ne pas oublier d'éteindre le gaz, les plaques électriques. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous donner un coup de main pour éplucher les légumes et qui va peut-être y prendre plaisir, pour laver les carottes, je ne sais quoi, et voilà, et être là et vous aider à faire. C'est-à-dire que c'est important que l'aide ne soit pas toujours dans le même sens, parce que ça va donner une place à la personne aidée aussi, cette façon
de s'appuyer sur ses capacités, sur les capacités qui lui restent. Donc, c'est vrai que lui faire sentir qu'avec la maladie, elle n'est plus capable de rien, c'est lui faire perdre sa place dans la famille et dans la société. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de savoir ce qui est encore possible pour lui ou elle de faire et de l'aider, de lui donner l'opportunité de montrer qu'elle peut. Voilà. Ensuite, bien sûr qu'avec la maladie, la question de la mort, c'est une question qui forcément, à un moment ou à un autre, va se profiler. Alors, c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir oser en parler. Pourquoi? Parce que forcément, tout le monde y pense. C'est-à-dire, la personne malade y pense, vous y pensez, etc. Donc, se dire on n'en parle pas, ça n'existe pas, parce que c'est trop, je sais pas, c'est trop angoissant, ça fait trop peur, etc. Ça va traumatiser l'autre si on en parle et tout. En fait, c'est une erreur, parce que c'est dans la mesure où cette question est psychiquement présente, eh bien, ce serait là aussi du déni que de ne pas oser en parler. Alors, bien sûr qu'il y a façon et façon, c'est-à-dire que aller interroger l'autre, l'obliger à parler, lui dire: «Ah mais je suis sûre que, est-ce que tu n'as pas peur? Comment tu te sens face à la mort?» et cetera. Bon, c'est un peu violent et un peu intrusif, parce que ce qui est important aussi, c'est de respecter, encore une fois, le rythme de l'autre, sa capacité de parler. Si vous êtes face à, par exemple, votre conjoint qui n'a jamais été très bavard ni très enclin à parler de lui, à parler de ce qu'il ressent, etc. Bon, l'obliger absolument à parler de sa mort prochaine, ça va être peut-être un peu violent pour lui. En revanche, ce qui est important, c'est de laisser du silence et si lui commence à en parler. Alors, ça peut être par exemple, c'est pas forcément frontal, c'est-à-dire que ça va pas être forcément, bon, on s'assoit et on parle de ma mort prochaine. Mais ça peut être via, par exemple, l'humour noir. Ça peut être des petites réflexions qu'on va attraper comme ça. Et à ce moment-là, bah, c'est important de pouvoir le saisir et de ne pas esquiver la question en disant mais non, tu ne vas pas mourir. Ben si, bien sûr, tout le monde, on va tous mourir. Alors la question, c'est à plus ou moins longue échéance. Mais, euh, mais ça va être important de pouvoir entendre, laisser la place à l'autre pour dire ce qu'il ressent par rapport à ça. Et puis, éventuellement aussi pour dire comment il voit sa mort prochaine, comment il a envie que s'organisent les choses après, ce qu'il a envie de laisser derrière lui, etc. Donc ça va être pour lui, c'est le passage de la mort, c'est quand même le dernier grand passage de notre vie d'humain, en quelque sorte. Et donc, l'esquiver, le mettre sous le tapis, ne pas vouloir en parler, c'est au fond, bah, finalement, esquiver quelque chose de notre humanité et de l'humanité de l'autre. Donc, ben voilà, c'est important d'avoir des moments où il est possible d'entendre ça et de laisser entendre à l'autre qu'on est en capacité d'entendre ce qu'il a à dire par rapport à ça. Et puis, ben, c'est aussi important on n'est pas obligé de parler, c'est-à-dire que parler sans arrêt sur tout, etc. C'est pas forcément nécessaire, mais être ensemble à un moment, pleurer ensemble par exemple, pourquoi pas? Se prendre la main, c'est-à-dire montrer corporellement qu'on est là avec l'autre et qu'on va pas le lâcher dans ce moment, qu'on sent bien que c'est difficile pour lui et qu'on est là, qu'on est présent, qu'on va pas le laisser seul face à ça. Tout ça, évidemment, c'est très important. C'est ce qui va montrer que la relation est encore là, que cette affection, ce lien, cet amour pour l'un pour l'autre
il est encore présent et il est présent jusqu'au bout de la vie. Et voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors maintenant qu'on a vu un peu les questions, les questions psychologiques, en fait, de comment on accompagne, etc., je voulais vous donner aborder quelques questions pratiques sur les questions d'accompagnement. D'abord, parler des directives anticipées. Alors, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un écrit, les directives anticipées, que chacun d'entre nous peut rédiger à tout moment, c'est-à-dire même au moment aujourd'hui, hein, si on est tous, j'espère, en pleine forme, eh bien, ça peut être le moment de penser à rédiger nos directives anticipées. Mais ça peut être aussi au moment d'entrer à l'hôpital, ça peut être le moment d'entrer en EHPAD, etc. C'est-à-dire que c'est un écrit qui peut être sur papier libre ou alors sur un formulaire. Il y a des formulaires en ligne qui sont disponibles hein, sur servicepublic.fr, enfin voilà, des sites comme ça, qui permet d'exprimer ce qu'on souhaite en ce qui concerne sa propre fin de vie ou bien en cas d'accident, ou de maladie grave. C'est-à-dire qu'on peut dire si on souhaite limiter ou arrêter les traitements en cours, si on souhaite être transféré en réanimation si l'état de santé le requiert, si on souhaite être mis sous respirateur artificiel même si on est inconscient et parce que la question c'est que si vous êtes inconscient mais que l'équipe sait que vous allez vous réveiller, bien sûr que il n'est pas question de ne pas vous mettre sous respiration artificielle. Mais la question, ça va être si je suis dans un état de coma avancé avec dont on sait bien que je ne sortirai pas, est-ce que je souhaite être mis sous respirateur artificiel, c'est-à-dire être maintenu en vie de façon artificielle ou pas? De la même façon, on peut dire ou pas si on souhaite que tout soit fait pour ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'on souhaite finalement que tout ce qui peut être fait soit fait, même s'il y a des souffrances, même si ça met du stress, etc. Ou est-ce que je préfère mourir tranquillement, être sédatée, etc. Donc tout ça, en fait, sont des directives anticipées et vous pouvez les rédiger à tout moment de votre vie. Ça peut être rédigé aussi dans ce qui existe maintenant, qui est mon espace santé. C'est un lieu informatique hein, sur lequel vont être regroupées toutes vos informations de santé, vos allergies, le poids, la taille, etc., l'âge, enfin, bon, bref. Et ce dossier, c'est une sorte de dossier partagé informatique auquel ont accès tous les médecins qui vous accueillent, par exemple, en urgence à la suite d'un accident. Donc là, vous arrivez aux urgences, le médecin va pouvoir ouvrir ce dossier partagé et à ce moment-là, il verra vos directives anticipées si vous les avez remplies ou si vous les avez transmises. Donc voilà. Et ce qui est important aussi, outre donc cette question mon espace santé, ça va être aussi de les donner à votre entourage, c'est-à-dire de dire à votre entourage que vous avez rédigé des directives anticipées, d'en donner la teneur, c'est-à-dire dire voilà, moi en cas de maladie grave, en cas d'accident, en cas de coma, voilà ce que je souhaite pour moi, voilà. Donc ça, il s'agit des directives anticipées et c'est important d'y penser en amont. Ensuite, il y a la personne de confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être personne de confiance? À quoi ça correspond? À quoi ça engage, etc. Eh bien, la personne de confiance, c'est une personne, en fait, qui va accompagner la personne malade dans ses démarches, qui va l'assister lors des rendez-vous médicaux, qui peut être consultée par les médecins pour rendre compte pour que les médecins sachent en fait quelles sont les volontés de la personne, etc. Si la personne n'est pas en mesure de donner elle-même ses volontés, etc. Et bien sûr, c'est elle qui, puisqu'elle est porte-parole en quelque sorte de la personne malade, c'est aussi elle qui va donner les directives anticipées. Alors,
Ça peut être aussi bien le conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les enfants, enfin un enfant, parce que c'est une personne de confiance. Il y en a pas, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que s'il y a 2 enfants, il n'y aura pas 2 personnes de confiance. Il y aura une personne de confiance, parce que sinon, la question, c'est aussi pour faciliter le dialogue entre les équipes soignantes et la famille. Donc, c'est en fait la personne de confiance, elle va être porte-parole, votre porte-parole si vous êtes malade, mais elle va aussi être le médiateur ou la médiatrice entre les équipes soignantes et la famille. Et c'est important, quand on dit de confiance, c'est vraiment un mot qui est important parce que elle est obligée de vous représenter. Et elle est, même si ce que vous avez décidé pour vous n'est pas en accord avec ses propres convictions à elle, elle va être obligée de mettre ses propres convictions de côté pour être vraiment votre porte-parole, encore une fois. Donc c'est vraiment important de pouvoir lui faire confiance et de pouvoir se reposer sur elle et se dire que si vous n'êtes plus en mesure de le faire, c'est elle qui prendra en fait les décisions à votre place. Voilà. Donc après, si dans le cas d'une personne malade qui ne peut plus décider pour elle-même, etc., pour les actes du quotidien, pour par exemple toutes les questions autour de l'argent, alors peuvent être mises en place soit une tutelle, soit une curatelle. C'est-à-dire que là, il y a un recours à un tiers qui est indispensable pour, encore une fois, pour gérer le quotidien, pour gérer les questions matérielles et financières, pour vous protéger en quelque sorte. Et là, eh bien, c'est bien moins léger comme démarche que les directives anticipées et la question de la personne de confiance, puisque là, il suffit de faire sur un papier libre, ou etc. La tutelle et la curatelle, ça veut dire que là, on entre dans une démarche de justice. Ça veut dire qu'il y a un expert désigné par le procureur de la République qui vient se rendre compte et évaluer l'état de santé de la personne, et qu'un tuteur ou un curateur est désigné pour prendre toute décision à la place de la personne. Enfin, toute décision, en tout cas, dans le cadre légal. Donc ça, je vous invite, parce que je crois que, Pascal, tu me diras, mais je crois qu'il y a eu des visios sur ce thème. Donc peut-être vous pouvez aller voir sur le site et sur la chaîne Movadom la visio sur la curatelle ou la tutelle. Ensuite, autre chose, vous avez droit également à un congé, si vous êtes salarié, à un congé d'accompagnement familial. Lorsque le congé de solidarité familiale, qui permet aux salariés d'assister à un proche gravement malade. Donc voilà, vous aurez une indemnité payée par la sécurité sociale. Donc ça, je vous invite aussi à aller voir sur le site servicepublic.gouv.fr. Non, c'est service-public.fr. Vous verrez toutes les démarches, etc. Il y a aussi la possibilité, au fond, de prendre un congé d'aidant familial, hein, là aussi, pour les aidants qui sont déjà salariés, un congé de proche aidant. Enfin, voilà. Je vous invite à aller sur le site donc, des services publics pour prendre connaissance de tous ces dispositifs qui, au fond, vous aident à aider. Et puis, bien sûr, l'APA, hein, les aides à domicile, les accueils de jour, tous ces dispositifs, en fait, sont là pour vous faciliter la vie en tant qu'aidant et vous laisser, en fait, des moments de répit, de pause, de soulagement.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que pour garder un petit peu de temps de conversation, hein, si vous avez des questions, des témoignages, etc., on a une dizaine de minutes. Donc voilà, je suis à votre Alors, disposition. on a une première question de Marie-Françoise qui demande combien de jours pour le congé d'aidant familial. Donc, j'ai cherché. C'est fixé par convention collective en fonction de votre employeur. Sinon, c'est une durée maximale de 3 mois. C'est ça. Et il peut être renouvelé et il ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Donc, on peut être aidant familial pour plusieurs personnes. On va continuer avec les questions après avoir clôturé cette visio en off. Donc, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction pour vous qui êtes en direct. Je vous mets le lien dans la barre de conversation. C'est important pour que l'on puisse faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous avez un petit champ libre qui vous permet de mettre n'importe quel texte qui vous vient à l'esprit. Ça peut être des propositions de futures visioconférences. Donc, je reviens sur les questions pratiques. On a parlé, il me semble, de curatelle et de tutelle, effectivement, dans des visios, mais on n'a pas fait une visio uniquement là-dessus, parce que je ne l'ai pas retrouvé dans nos vidéos. Vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez YouTube Movadom ou YouTube Gwendoline Cotrez et vous allez trouver la chaîne avec tous les replays. Donc, vous Alors avez le lien. pardon, Oui, sur le livre, dans le livre dans le livre, audio, on en parle. ça déménage, on en parle. Ouais. Donc, le livre audio, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site movadom.com, ainsi que tous les podcasts qui sont des témoignages de personnes ayant déménagé ou étant restées chez eux avec des aménagements, etc. etc. Tout ça, c'est gratuit sur le site movadom.com. Ensuite, notre prochaine visio, donc c'est jeudi 15 juin à 10h30. On parlera de trucs et astuces pour faciliter le quotidien. Donc, merci encore à la Conférence des financeurs de Paris, merci à la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com et on se retrouve tout de suite pour les questions. Merci beaucoup Isabelle.